Voilà, on en vient à ce sujet de la concession du port de Conakry avec ces mouvements à répétition au port, grève illimitée déclenchée par le syndicat. Assimi Oussoiré du site Africa Guinée, forcément votre média s'y est intéressé et il y a beaucoup de dessous. Le ministre Abakar Silla qui estime qu'il y a de l'intox et des rumeurs autour de cette concession. Bon, j'étais étonné quand j'ai suivi vraiment les propos d'Abakar Silla parce que je le connais comme étant un excellent communicant, donc j'aurais bien voulu qu'il lève l'équivoque par rapport à un certain nombre d'interrogations. Et par rapport au cas de l'emploi, par exemple, voilà, il estime qu'il n'a jamais été question de licenciement. Oui, c'est ce qu'il dit, mais vous savez que généralement, quand une nouvelle société arrive, il y a toujours de nouveaux employés, donc forcément il va y avoir des employés turcs et au-delà de ça, il n'y a pas assez d'éléments d'information sur le contenu même du contrat. Moi, je me suis un peu intéressé à ce sujet. J'avoue qu'il y a tellement de zones d'ombre que malheureusement, on ne trouve pas de répondant. Le ministère des Transports se contente simplement de sortir des communiqués pour démentir des infos de gauche à droite. Sans pour autant rendre public, selon eux, le vrai contrat. Parce que nous avons un contrat en notre possession. Et heureusement que nous avons ici d'éminents juristes, parce que moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi c'est la directrice générale du port qui a signé le contrat. À ce que je sache, le port, il y a un conseil d'administration, donc il y a un président du conseil d'administration. Normalement, pour de telles situations, c'est lui qui doit apposer sa signature. Et au-delà de ça, je m'interroge également sur la capacité, sinon, est-ce que la loi autorise par exemple à cette directrice générale du port justement à signer un document qui accorde des exonérations, par exemple, à cette société turque Al Bayrak. Et c'est là que je comprends également la récente sortie de la diplomate turque en poste à Conakry. Vous savez, récemment, elle avait fait une sortie sur les ondes des médias de service public. Elle appelait les Guinéens au calme et tout lorsque les syndicats avaient commencé à protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Les Guinéens n'avaient pas à l'époque ouvert les yeux pour comprendre que, en fait, c'est parce qu'elles voyaient en fait les intérêts de son pays. Et aujourd'hui, on est quand même en phase de se poser la question de savoir est-ce que il y a eu réellement un appel d'offres qui a été lancé. Je pense que non. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est encore une fois un marché de gré à gré. Est-ce que l'urgence était là pour justifier en fait l'octroi de ce marché-là à cette société turque? Je pense que non. Il y a eu juste, à mon humble avis, les relations entre le président Alpha Condé et le président turc Erdogan qui ont prévalu, en tout cas dans cette situation, parce que je ne vois pas en fait, je vois mal en fait cette cohabitation également entre les Turcs et puis les Français et les Russes. Et les Russes également, mais beaucoup plus Bolloré, qui a quand même une concession au niveau du port, mais également cette société Al Bayrak qui est quand même une société turque et qui serait dirigée par le beau-fils du président Erdogan. Donc il y a tellement de zones d'ombre que normalement ce type de contrat devrait passer à l'Assemblée et donc l'opinion devrait être plus informée sur son contenu, surtout qu'il engage quand même la Guinée pendant plusieurs décennies. On y va avec vous. Parlons justement de cette société turque Al Bayrak. Jusque-là, on nous apprend qu'elle n'a pas fait ses preuves ailleurs à part la Somalie. On a du mal à comprendre l'attitude du ministre des Transports qui, jusqu'à ce jour, continue de dire qu'il y a des rumeurs sans pour autant expliquer de façon concrète le contenu du contrat. Oui, effectivement, mais je pense qu'il faut d'abord préciser que ce n'est pas la concession de tout le port. C'est le port conventionnel. Du port conventionnel. Ensuite, c'est pour une durée de 25 ans. Et la société turque Al Bayrak, comme il l'a dit, il se dit qu'elle appartiendrait au beau-fils d'Erdogan. Et on sait tous les relations dernièrement entre le chef de l'État et le président turc, même si c'est des relations qui apparemment sont des relations forcées. Forcées. Oui, forcées parce que, et c'est ça parfois le drame,
le chef de l'État, très souvent, dans ses relations spontanées, profite pour donner des choses à des pays. Après, c'est des relations qui ne durent pas. Et regardez avec la Chine, par exemple, l'affaire de 20 milliards. Mais c'est toujours en cours, c'est toujours en cours, mais un peu après, il y a une sorte de... J'ai vu cet article sur Africa-Guinée où le chef de l'État, par exemple, n'était pas content que le président chinois vienne en quelque sorte se balader en Afrique de l'Ouest et qu'il ne passe pas par Conakry et tout ça. Donc, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'il y avait urgence. Ouais. Il y avait urgence. Selon le ministre. Selon le ministre, on pouvait comprendre. Il y avait urgence. Ensuite, on nous dit qu'il y avait des investissements à faire et que l'État guinéen ne pouvait pas le faire. On pouvait comprendre tout cela. 200 millions en 2 ans. 200 millions d'euros. Et même si le port, l'actuelle direction a indiqué au départ qu'elle pouvait faire ce qu'il fallait, c'est que la société turque a proposé de faire. Mais pourquoi on n'a pas ouvert l'appel d'offres? Et là aussi, le ministre indique que c'était par mesure de sécurité parce que voilà, c'est stratégique, on ne pouvait pas ouvrir ça à n'importe quelle société et puis nous avons la marine qui est là. Mais cette société turque, il ne la connaît même pas bien. Parce que la question, je le reprends une fois encore, la question lui a été posée en conférence de presse. Le ministre n'était pas capable de nous dire voilà la société turque, Albayrak, voilà ce dont elle est capable, voilà ce qu'elle a fait dans le passé, voilà tel. Il le connaît bien. Ce qui est surprenant, la convention a été signée depuis le 9 août. Nous sommes aujourd'hui le 25, mais jusqu'à ce jour, il y a eu beaucoup de communication, mais de façon concrète, on ne nous a pas brandi encore le contenu du contrat. Oui, c'est effectivement ça, parce que le ministre, en fait, semblait ignorer le contenu du contrat parce qu'il a démenti des choses qu'il a reconnues finalement lui-même. Parce qu'il dit en conférence de presse que, par exemple, il n'y a pas d'exonération. Mais des journalistes qui étaient munis des copies du contrat ont lu des passages où il y a des exonérations qui sont accordées à la société turque. Donc, ils ne pouvaient que reconnaître. Ensuite, de l'autre côté, on parle des emplois. Le ministre dit qu'il n'est pas question de licenciement. Mais moi, je ne vois même pas, même au-delà de ce contrat, je vois mal comment vous pouvez me concéder une partie de votre patrimoine et je dois l'exploiter pour faire du profit et vous m'imposez votre personnel, même s'il n'est pas bon. Je viens, je compose avec qui je veux. Et je pense que c'est ce qui est dit dans ce contrat. La société turque est libre, en venant ici, d'importer des travailleurs ou de prendre ceux qui sont en train de travailler maintenant au port. Pour vous, donc, il n'y a pas de garantie. Est légitime. Elle est légitime parce qu'il n'y a pas de garantie, ils n'ont aucune garantie quant à la préservation de leur emploi. Maintenant, sur tous ces aspects, peut-être que nous ne voyons que ces deux aspects, peut-être l'aspect qu'on appelle manque de transparence, l'aspect dégradation de l'emploi et tout ça. Peut-être qu'il y a pire que ça dans ce contrat et c'est peut-être pour tout cela qu'on l'a caché, parce que même les syndicats n'ont été informés qu'à la dernière minute. Le responsable syndical l'a dit qu'il était en congé lorsqu'il a appris que ça a été signé. Alors que 2 semaines ou 3 semaines auparavant, ils avaient commencé à manifester. La directrice est venue leur dire qu'il n'est pas question de signer un contrat avec la société turque Albayrak, qu'il pouvait vraiment être calme. Ce n'est pas un projet, il ne le ferait pas. Mais ça a été fait quand même. On va écouter, si vous permettez, en fait, moi je comprends les agitations du ministre Aboubacar Sylla parce que à ce que je sache, lui-même, il a hérité de cette situation parce que le projet était déjà en place. C'est pour cette raison, en fait, qu'il n'a pas une parfaite maîtrise de tous les contours liés à ce contrat. Et c'est pourquoi, quelquefois, il dit des choses et puis après, lui-même, il se contredit. Sinon, le projet était déjà en place. Et c'est pour cette raison que, encore une fois, il est important que le contrat la passe à l'Assemblée. Mais pourquoi justement cette mise en garde du ministre? Il a sorti 2 communiqués pour mettre en garde contre les rumeurs. Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut agir? Vous savez, il faut quand même qu'il montre que c'est lui le chef du département et que, en quelque sorte, les choses ne lui ont pas échappé en tant que tel et qu'il n'est pas un simple figurant à la tête du département des transports. Même si par rapport à ce dossier-là, encore une fois, en tout cas selon nos sources, les choses ont été gérées au plus haut niveau. Au plus haut niveau, M. Camara, on a envie de vous entendre sur cette question. On parle des problèmes liés à l'emploi, on parle de l'urgence qui a fait qu'il n'y a pas eu appel d'offres et tout cela. On parle de questions stratégiques liées aux équipements de l'armée qui seraient au port et qu'on ne devait pas donner le port à n'importe qui. Bon, moi, je ne peux pas me prononcer sur les éléments... C'est le ministre qui les a révélés récemment dans sa conférence de presse. C'est ce que je vous dis, je ne commente pas les propos du ministre ni du syndicat en pareille circonstance parce que même les sites qui ont relayé les informations
par rapport à l'exactitude du contrat, je vois par exemple Soirée qui est là au niveau du site Africa Guinée, mais le contrat, à un moment donné, on disait que c'était combien de 30 pages? ans. 176 pages. 176 pages, mais sur Africa Guinée, je vois 79 pages. Hein. Non, 178. 178, hein, 178 pages. 178, Donc, voilà, donc ça fait qu'il y a, même au niveau des versions qui circulent, vous posez la question. Donc l'important, c'est de rester derrière les principes et les règles. Pourquoi? Parce que autant l'État guinéen doit se prémunir de garanties, autant la société qui est en cause doit se prémunir de garanties. Pourquoi l'État doit se prémunir de garanties? Un, par rapport aux emplois. Parce que les intérêts de l'État doivent être préservés pour deux raisons. Satisfaire le besoin d'intérêt général de la population, parce qu'il faut attendre au niveau de l'État la satisfaction du besoin d'intérêt général. Donc il faut avoir des ressources. Encore que ça doit être perçu de la plus régulière des manières. Un. Deuxième avantage, ne pas se mettre à dos un certain nombre de travailleurs qui peuvent trimer, parce que la question de l'emploi, c'est la croix et la bannière présentement au niveau de notre pays. Donc que de voir des gens perdre leur emploi, ça deviendra vraiment une sorte de calvaire pour les populations, donc à la base. Mais du côté aussi de la, je vais dire, de la société, pour éviter le précédent Bolloré-Jetma, parce que quand les choses se passent et que d'autres gouvernements arrivent par succession régulière, donc le même précédent peut se reproduire pour dire, bon écoutez, voilà, l'argument a été invoqué que, bon, est-ce que les règles ont été respectées ou bien les règles n'ont pas été respectées. Parce qu'en matière de passation en pareille circonstance, il y a des questions principielles. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à la liberté d'accès à la commande, mais aussi le principe de la transparence au niveau des procédures et le principe d'égalité de traitement des candidats. Voyez-vous? Donc quand on respecte tout cela, et puis il y a des obligations aussi qu'on appelle l'obligation de publicité, c'est clair, c'est-à-dire qu'il faut procéder à la mise en publicité, mais aussi la liberté de concurrence. Ça permet justement à ce que tous ceux qui vont soumissionner puissent quand même montrer ce dont ils sont capables et que la Guinée puisse tirer meilleur profit de cette situation. Comment comprenez-vous l'argument avancé par le ministre? C'est important que vous vous prononciez là-dessus. Quand on parle d'urgence, c'est ce que je vous dis. En pareille situation, c'est quoi l'urgence qui peut amener à faire une telle concession? Oui, mais vous devrez poser cette question-là au ministre qui a dit urgence. Moi, je vous dis encore une fois que quand il y a des camps qui se tirent à couteau tiré de cette manière-là, il doit y avoir un troisième larron, notamment l'Assemblée nationale. Ouais. N'est-ce pas? Parce que pour dire, voilà, écoutez ce que le ministre a dit en termes d'urgence, nous, en tant que représentants du peuple, nous estimons qu'il y a vraiment urgence, donc il y a nécessité à ce que la Guinée puisse aller et qu'il y a quand même des conseils à prodiguer au niveau des pouvoirs publics pour dire attention, par exemple la capitainerie, mais aussi le pont bascule, mais aussi le scanner, qui sont des endroits stratégiques, doivent être préservés au niveau de la Guinée et protégés comme la prunelle de nos yeux. C'est extrêmement important parce que vous pouvez être en relation contractuelle aujourd'hui et puis le lendemain, pourquoi ne pas voir la même entreprise rester en justice contre vous à l'international au niveau du CIRDI ou simplement au niveau de la Cour permanente d'arbitrage. Donc pour éviter des ennuis de ce genre au niveau de l'État, donc vous pouvez vous prémunir d'un certain nombre de garanties. Donc c'est pourquoi moi je reste encore une fois sur, vous l'avez compris. Assimi Ousoiré a soulevé une question liée à la directrice qui a elle toute seule a signé ce contrat sans se référer au conseil d'administration. Est-ce qu'en pareille situation il était nécessaire qu'elle se réfère à ce conseil-là afin que celui-ci non seulement se réunisse, c'est qu'il... C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que les gens disant oui, ça s'est fait avec urgence. Urgence veut dire quoi? Ça va jusqu'où? Quels sont les appels qui se sont faits? Parce que vous savez, rapidement, au niveau de notre pays, les gens peuvent se dédouaner pour dire non, moi, ma voix a été mise en minorité, c'est clair. Donc en pareille circonstance, c'est pourquoi je vous dis, il faut simplement s'assurer que les principes, les règles telles que c'est édicté au niveau du code soient respectées pour non seulement garantir et ne pas donner un argument au niveau de l'entreprise pour dire écoutez, à la conclusion de la chose, donc conformément à l'article 668 du Code civil guinéen, les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi aux différentes parties qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il ne faudrait pas que l'entreprise s'adosse derrière cela pour l'on fasse par exemple des annulations d'emplois et l'État risquerait de se mettre à dos en ce moment les travailleurs. Mais c'est créer ici un précédent aussi dangereux. D'accord. Parce que quand on argue pour dire non, est-ce que les principes ont été respectés, le conseil d'administration ou bien les syndicats associés. Donc il faut qu'il y ait une sorte d'entrevue tripartite, quoi. C'est-à-dire que syndicats à côté, non pas faisant des marches de protestation, État avec lucidité, non pas en mettant un dispositif très musclé, pas ça simplement, c'est vrai, protection, mais instaurer une sorte de dialogue pour dire voilà, nous vous mettons en confiance que votre crainte a été prise en compte et
la relayer au niveau de l'entreprise pour dire attention, contrairement à d'autres pays, ici, la question de l'emploi se pose avec acuité. Donc, je pense, là, l'État... Voilà, des remèdes, c'est-à-dire un équilibre, un compromis dynamique peut être trouvé en ce moment. C'est qu'il y a eu justement un avis de techniciens, on l'a dit, des techniciens du port. Et un avis, des remarques et des suggestions. Des remarques et des suggestions, mais qui n'ont pas été prises en compte. Ce qui a d'ailleurs conduit à une démission. Et il semble que le problème, l'implication de ces techniciens ne visait pas à parfaire le projet, mais c'est de forcer à accepter ce qui est prévu. Sinon, ça ne coûtait rien d'implémenter, de prendre ce qu'ils ont fait comme remarque et de le faire accepter par le partenaire qui avait besoin de toutes les façons. Et de l'autre côté, c'est que la société turque nous apporte. Si on ouvrait l'appel d'offres, est-ce qu'il n'y a pas une autre société qui nous apporterait mieux que ça? Est-ce qu'il n'y a pas une société qui accepterait, par exemple, de prendre beaucoup plus de Guinéens? Donc, je pense que ça aurait été l'avantage de ne pas faire qu'avec la société Al-Barak. Mais si on a trouvé qu'il est nécessaire de concéder ce port à une société privée, de vraiment faire un appel d'offres de manière à ce qu'on puisse avoir une société qui puisse faire mieux qu'Al-Barak. Et pendant ce temps, le compte à rebours est lancé parce qu'on parle de 90 jours de transition entre les transferts de données et autres, entre Al-Barak et le port de Conakry, en attendant que les choses ne reprennent de façon sérieuse. Oui, ça c'est d'ailleurs une contradiction qu'il va falloir ressortir dans ce document. Moi je l'ai parcouru, je l'ai analysé. Oui. À un certain égard, il est affirmé que la société turque, au plus tard, dans 90 jours ou plus tard, devrait prendre possession du port et commencer les activités. Dans un autre article, il est dit que la convention prend effet à compter de sa date de signature. C'est totalement contradictoire. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de dispositions dans cette convention qui sont des clauses léonines et parfois des clauses ambiguës qui peuvent être à court, à moyen terme, des clauses conflictogènes parce qu'il y en a suffisamment. Même la notion de champ d'application n'est pas suffisamment explicite parce qu'on utilise indistinctement le terme périmètre concédé et le terme port. C'est deux choses différentes. Lorsqu'on dit port, c'est l'ensemble du port, y compris les autres concessions qui ont été accordées. Mais quand on parle de périmètre concédé, c'est celui qui est accordé à Il parle de port conventionnel. Oui, c'est ce que je dis, mais on utilise indistinctement les deux. Ça veut dire qu'il y a une confusion dans le document. Lorsqu'on parle de port, ça veut dire tout l'ensemble du port, mais quand on parle de périmètre concédé, là on parle d'Al-Barak, alors que dans le document, les deux termes sont utilisés indistinctement. Il y a beaucoup d'autres contradictions comme cela. Mais ce sur quoi moi je voudrais revenir, c'est que nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Et sur l'essentiel, il y a deux points d'attention que moi je souhaiterais relever. La première, c'est que concession ne veut pas dire cession. La cession, c'est un transfert de propriété. En ce moment, on cesse d'être propriétaire et on donne la propriété à une autre personne. Ça, c'est concrètement la vente. Il ne s'agit pas de la vente ici, il s'agit d'une concession. En matière portuaire, il y a 3 procédés de gestion d'un port. Il y a le modèle gestion par concession, comme ce qui est fait là. Ça veut dire que le service public est cédé totalement à une entreprise privée qui va prendre la gestion. Il y a un second mode qui est appelé le mode service public. En ce moment, l'État s'arroge tout ce qui est service de première ligne, manutention, fret, consignation et tout ça, et laisse le second rang à un privé. Et il y a un troisième modèle qui s'appelle le modèle de gestion propriétaire. En ce moment, l'État ne s'occupe que du foncier, de la planification stratégique du port, mais confie la gestion à une autre. Ce sont les 3 modes. Donc, il n'y a aucun mal à ce que l'État fasse une concession, surtout qu'il s'agit d'un investissement assez élevé qui va nécessiter beaucoup de moyens dont l'État ne dispose pas. Ce qui est important, et c'est le second angle de mon point de vue, c'est de se poser les véritables questions. Et les véritables questions sont d'abord, est-ce que les procédures de passation de marché public ont été respectées? Première chose. La deuxième chose, est-ce que cette convention est bénéfique économiquement pour l'État? La troisième chose, est-ce que cette convention obéit à une exigence sociale, c'est-à-dire un plan social qui inclut donc les emplois, la protection des emplois? Parce que quand on parle d'une concession, ça veut dire que le concessionnaire va devoir prendre la gestion totale du port et il lui est loisible donc de mettre en place son plan de recrutement, son plan de licenciement. On ne peut pas faire un mauvais procès à Al-Barak ni à l'État
de prévoir des licenciements ou des recrutements. Parce que n'oublions pas que Al Bayrak va injecter 500 millions sur la durée de 25 ans. Près de 500 millions. Ouais, près de 500 millions sur la durée de 25 ans. Et donc, elle devra, au cours des 25 ans, rentabiliser son investissement et faire une marge bénéficiaire. Si elle estime que l'emploi existant avec un effectif d'à peu près 1800 est de trop pour elle, elle va procéder à un plan social et elle va compresser l'effectif. Si elle estime par contre que non, il faut beaucoup plus que ça, elle va encore procéder à cela. De mon point de vue, ce qui est important, c'est qu'on inclut dans cette convention le fait que les emplois doivent au moins être protégés de manière à ce que les Guinéens continuent à bénéficier de cela. Mais moi, je suis optimiste. Je suis optimiste que les emplois seront préservés parce que c'est un investissement qui va entraîner l'extension du port. Et cela nécessite forcément un recrutement nouveau et un maintien de l'effectif qui est là. Alors, comment comprenez-vous alors cette action entreprise par les travailleurs? Parce que le DRH qui, au regard du contrat qu'il a lu, non seulement a décidé de démissionner, par après il a été révoqué de ses fonctions par le chef de l'État, et ensuite le responsable du service financier qui a démissionné, mais démission qui a été refusée par la direction, beaucoup de cadres du port autonome se sont mis contre ce contrat. Comment est-ce que vous le comprenez? C'est tout à fait logique et c'est très légitime de leur part. Parce qu'ils n'ont pas été associés au processus de négociation de cette convention. Et selon eux, ce n'est pas avantageux pour la Guinée. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'ils le pensent comme cela, parce qu'ils n'ont pas été associés en leur expliquant le bien fondé de cette concession. Non, c'est ce que je veux dire. Si cela avait été fait, ils auraient pu comprendre. Moi aujourd'hui... Au départ, mais pas... Ils ont été associés. Associés comment? Ils ont été associés. Le DRH, par exemple... Je ne crois pas que le mot associé soit c'est pas ce qui a été... On leur a fait part du projet. On leur a fait part du projet. Ils ont fait... Au mois de février. Ils ont fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte. Est-ce qu'ils ont été associés? Moi, je pense qu'ils ont été associés dans la mesure où le DRH qui a démissionné, il dit par exemple qu'il a rencontré plusieurs fois le chef de l'État. Il y a eu des réunions à la présidence et que lui, par exemple, il a expliqué que le contrat, il n'était vraiment pas avantageux pour la Guinée. Mais non, ce n'était pas plusieurs... Je rappelle qu'il a eu... S'il a été signé, c'est bien après. C'est bien après. En tout cas, il était informé, en tout cas, de toutes les démarches liées à ces négociations. Je rappelle qu'il y a eu une rencontre le 10 août, au lendemain de la signature du contrat, entre le président, les syndicalistes et le DRH. Et au cours de cette rencontre, selon nos informations, le président a pris la parole pour non seulement expliquer le bien fondé de cette convention, de cette concession, mais le DRH, séance tenante, a pris la parole pour dire que, Monsieur le Président, par respect pour vous, je voudrais vous dire que ce contrat n'est pas avantageux pour la Guinée. Et on lui aurait retorqué pour dire qu'il se croit plus intelligent que tout le monde et qu'il n'a rien à dire au président. Non, c'est pour vous dire. C'est à l'issue de cela qu'il a été révoqué de ses fonctions. Allez-y, Karamagi. Moi, je pense, comme je le dis, si les choses avaient été très clairement expliquées, on n'en serait pas là. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu de compromis là-dessus? D'abord, souvenez-vous qu'au début de toute cette polémique, les uns et les autres se sont braqués contre le projet parce qu'ils parlaient de vente du port. C'est à la suite que les gens ont commencé à comprendre que ce n'était pas une vente, que c'était une concession. Ça veut dire qu'il y a une confusion autour. La deuxième chose, justement, c'est ce que je dis, c'est à l'État. Oui. C'est à l'État qu'il revenait d'expliquer d'abord à l'ensemble du peuple de Guinée. Avant la signature. Avant même la signature. Oui. Je comprends parfaitement que les mesures dérogatoires du Code des marchés publics prévoient le gré à gré, mais même quand il s'agit d'un gré à gré, il y a le fait qu'on ne va pas directement au gré à gré parce qu'il y a ce qu'on appelle la procédure de sélection fermée. On peut supposer qu'au moins une ou deux entreprises qui respectent un minimum de critères, soit par exemple pour des raisons sécuritaires ou des raisons stratégiques, qu'on ne puisse pas ouvrir à tout le monde, mais on aurait pu choisir au moins une ou deux autres entreprises qui soient des entreprises sérieuses et compétitives qui auraient pu être mises à concurrence avec Al Bayrak. Mais systématiquement, on n'a pas expliqué sur quelle base, sur quel fondement on a choisi Al Bayrak. Deuxièmement, on aurait pu au moins porter à l'attention de l'opinion qu'il y avait une procédure de mise en concession du port qui était en cours pour que les gens sachent que cela se fait. Et la troisième chose qui justifie aussi la position des travailleurs, c'est que on n'a pas donné suffisamment de garanties sur la protection de leur emploi. Et c'est pour ça que je dis que l'une des questions à laquelle le ministère devait répondre, c'est le plan social.
Qu'est-ce qui est prévu à cet effet? C'est trop léger de dire non, il n'y aura pas de licenciement, non, il n'y a pas de recrutement. Mais donnez-nous sur la base d'une explication fondée sur le contenu du business plan qu'on a une assurance que aujourd'hui nous avons tel effectif, d'ici à 1 an ou 2, nous aurons tel autre effectif. Ça aurait mis les travailleurs en confiance. Mais rien de tout cela n'a été fait. Et la dernière chose sur laquelle je veux revenir, c'est la question de la signature. La ministre, la directrice, non. Il faut qu'on sache que dans une entreprise, le conseil d'administration est un organe stratégique. Il n'a pas la gestion opérationnelle de l'entreprise. La gestion opérationnelle est assurée par une direction générale qui est sous le contrôle du conseil d'administration. Ça veut dire que la concession devait se faire d'abord avec l'approbation du conseil d'administration. Puisqu'il s'agit d'une concession qui engage l'État à une certaine hauteur, ce n'était ni le conseil d'administration, ni la directrice du port autonome, mais le ministre en charge du transport qui devait signer le document parce que c'est cela qui engage l'État. Première chose. Deuxième chose, la signature ne devait pas se faire uniquement avec le ministre du Transport. Ça devait être une co-signature avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances qui engage financièrement l'État. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au bout de 2 ans, il va y avoir certainement 200 millions d'investissements qui doivent se faire suffisamment, mais il y a un ticket d'entrée de 15 millions d'euros qui doivent être payés et cela va au trésor public. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement financier qui nécessite que le ministre... Tout à fait. Le ministre des Finances puisse s'impliquer parce que c'est lui qui va accorder les concessions qui, je le rappelle encore, sont suffisamment élevées et dérogent même au principe du Code des investissements. Comme je le dis, moi j'ai parcouru cette convention et j'ai trouvé là-dedans, comme je le dis encore une fois, des clauses assez léonines parce que les exonérations qui sont accordées dépassent suffisamment ce que le Code des investissements prévoit. Dans cette convention, il est prévu par exemple que le concessionnaire soit complètement exonéré de toutes les taxes durant toute la durée de la concession, alors que la durée maximale d'une exonération en matière d'investissement en Guinée ne dépasse même pas 10 ans. C'est entre 3, 6 et 10 ans. Or, là, on est dans une exonération de près de 25 ans. C'est extrêmement élevé et ça compromet dangereusement, en tout cas, les avantages de l'État. Moi, j'estime que, sur le principe, il n'y a pas de problème, l'État peut faire la concession, mais faisons-le dans les règles de l'art. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit continuer à faire en sorte que les Guinéens tirent le meilleur profit de cette concession. Et le meilleur profit, c'est d'abord la protection des emplois et la garantie que les emplois seront préservés à court, moyen et long terme. Ouais. Allez-y rapidement. Moi, je dis que ce n'est pas encore tard d'avoir une sorte d'interview. Ouais. Parce que un dialogue impérieux. Oui, un dialogue impérieux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai suivi un compte rendu, on dit conférence de presse. Mais du ministre. Oui, mais j'ai entendu seulement le ministre, pas les journalistes poser des questions. C'est-à-dire qu'en la matière... Il y a eu un échange. Non, je parle de la restitution à la RTG. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'était toujours important qu'il y ait une sorte d'échange. Pourquoi? Ça permet aux travailleurs de ne pas craindre trop. C'est-à-dire qu'il y ait une sorte de garantie. Vous imaginez pourquoi même, je vous ai dit en entame que même un procureur a l'opportunité d'une poursuite. Pourquoi? Parce qu'il mesure aussi le tissu social, quoi. Ouais. Voilà, donc en la matière, qu'il y ait une sorte d'assise entre à la fois les pouvoirs publics, les syndicats, qui vont exprimer leurs craintes pour dire « Ah, nous, notre crainte, c'est ceci, c'est cela ». Parce que concession ne veut pas dire cession. Premier niveau. Deuxième niveau, comme il y a des spécificités, qui sont des clauses dérogatoires prévues au niveau du Code des marchés publics, mais prendre cela en compte et puis donner des bonnes informations. Parce qu'à la limite, la double crainte qu'il faut avoir, c'est que si ça se passait comme cela et que chacun parte donner ses propres arguments en disant « Non, ce n'est pas la bonne version », je vous ai écouté sur les grandes expressions où les gens disaient est-ce que c'est la bonne version, est-ce que ce n'est pas la bonne version. Dès qu'on rentre dans des polémiques de ce genre-là, on ne se retrouve pas. Donc, une question de transparence d'abord au niveau du ministère pour rendre public ce qui peut être rendu public à cet effet, ou en tout cas prendre les garanties nécessaires pour dire bon voilà le plan social. Ceux-ci-là ne vont pas être par exemple perdants au niveau de leur emploi. C'est la première préoccupation du syndicat qui a pour vocation de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs qui sont syndiqués. Premier niveau. Deuxième niveau, au niveau de l'entreprise. Si les règles ne sont pas respectées, il faut maintenant commencer à les consolider. Sinon, c'est 25 ans. Ouais. C'est pour la question de la sécurité juridique avec la Guinée. Sinon, si à coup de changement de régime par voie légale, bien entendu, il y a changement toujours, remise en cause toujours de contrat, les partenaires le cas Nécotrans, ça oui, les partenaires techniques et financiers vont dire, bon, écoutez, la garantie de vie de chaque contrat dépend toujours d'un régime qui est toujours en place.
Or, le pays étant un État, étant une continuité, il y a lieu et que l'on puisse se prémunir contre des éventuels différends aussi au niveau international. Devant le CIRDI, devant devant la Cour permanente d'arbitrage et d'autres juridictions de ce genre-là. Parce que ça fait une saignée financière au niveau de l'État et le plus souvent, on prend des défaites à coût de millions et de millions. Parlant des députés, justement, comment comprenez-vous leur silence? Ne devait-il pas s'autosaisir? Il n'y a pas eu de silence puisque nous avons quand même suivi les deux groupes parlementaires, en tout cas de l'opposition, le groupe des libéraux-démocrates et puis celui des républicains, qui ont tous annoncé quand même qu'ils vont interpeller le gouvernement à travers le ministre des Transports pour en savoir davantage sur le contenu de ce contrat. Mais ça m'étonnerait à ce niveau aussi que cela porte fruit parce que moi j'ai eu à suivre un peu les débats au niveau de l'Assemblée, c'est tout le temps rejeté et puis il y a ces questions même qu'on pose à des membres du gouvernement et puis qu'ils ne répondent jamais. On dit bon, le ministre va transmettre les réponses par écrit. Moi je pense qu'il n'y a pas de véritable débat à l'Assemblée et c'est quelque chose de très regrettable. Donc c'est pour cette raison que je me dis que c'est une bataille qui est perdue d'avance. Il est important encore une fois que le ministère des Transports, que la Direction générale du port vraiment se lève pour essayer de discuter, sinon d'expliquer justement à ses responsables syndicaux pour leur faire comprendre qu'il y a eu certes la signature de ce contrat, mais qu'il serait vraiment à l'avantage de la Guinée et surtout des travailleurs du port. Moi je pense que c'est cette démarche qui doit être entreprise par la Direction générale du port et au plus haut niveau par le ministère des Transports. Il ne sert à rien en tout cas d'engager un bras de fer, surtout que le Premier ministre affiche une certaine fermeté. Plus question qu'il y ait vraiment des troubles à l'ordre public, plus question qu'il y ait des manifestations qui pourraient vraiment perturber en fait la quiétude sociale dans la cité. Et le Premier ministre Kassori Fofana l'a réitéré pas plus tard qu'avant-hier du côté de Sigiri. Je pense que c'est pas à l'avantage en tout cas de la Guinée qu'il y ait en tout cas des remous sociaux à répétition ici. Merci à vous, Mohamed Kamara, juriste et analyste politique, était avec nous dans cette émission. Karomadi Kamara, également juriste, analyste politique. Assimi Oussoiré, journaliste Africa-Guinée. Thierno Amadou Kamara, du site Mosaïque Guinée, journaliste. Ils étaient tous avec nous pour analyser quelques faits marquants de l'actualité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement dans cette émission, le Club de l'actu, avec d'autres éléments plus croustillants. Au revoir.